Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil. Il est 18 h si vous nous suivez en direct et voici les titres de l'actualité locale de ce 3 février 2015. La principale fédération de l'éducation, la FSU, appelait à la grève nationale. Conditions de travail, formation, revalorisation des salaires étaient les principaux mots d'ordre. Nous verrons si le mouvement a été suivi dans les Yvelines. Le 73e Paris-Nice a livré son parcours. Certains le jugent plus classique. Il partira en tout cas du département et nous en parlerons avec François Lemarchand, le directeur de la course qui s'élancera le 8 mars. C'était une première. La semaine du son en Ile-de-France sortait de la capitale pour sa journée de clôture ce week-end. C'était à Trappes, un rendez-vous qui sensibilise à l'importance des sons et à la qualité de notre environnement sonore. Quelques chiffres pour débuter, cela concerne les départementales, les élections. Selon le dernier sondage BVA pour ITélé, 26% des Français voteraient pour un binôme du Front National dans leur canton si les élections avaient lieu en ce moment. 25% pour l'UMP et 18% pour le PS. Le Front National qui, dans le département des Yvelines, annoncera des candidats partout. Ce sera pour une présentation officielle des listes cette semaine, le 5 février. Enregistrement auprès de la préfecture pour tous les candidats qui débuteront le 9 février. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans ce journal. La mobilisation dans l'éducation, assez peu suivie. Malgré tout, plusieurs écoles ont été fermées aujourd'hui en raison de ce mouvement de grève lancé principalement par le syndicat FSU. Les raisons de la colère d'une partie de la profession avec Mélanie Poquet. Des cours de récréation désertes, pas un bruit autour des établissements. Une scène commune dans des écoles saint-quentinoises ce mardi. Les professeurs grévistes ont plusieurs revendications. C'est la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui s'est faite d'une façon assez anarchique, qui a désorganisé complètement les écoles. À titre purement indicatif, il y a une circonscription des Yvelines où il y a 38 horaires différents. Donc il est évident qu'après, ça impacte forcément les situations de remplacement, de complément de service, etc. Je vais donner un autre exemple qui est celui des remplacements. Nous sommes ici à Trappes. Depuis la rentrée de janvier, c'est entre 14 à 20 professeurs qui ne sont pas remplacés chaque jour sur les écoles de Trappes. Donc effectivement, ce sont des désorganisations, c'est une continuité de l'enseignement qui ne peut pas être assurée, c'est des gros problèmes puisque une partie des enfants sont répartis, d'autres sont envoyés, donc une surcharge d'élèves dans les classes. Il faut savoir que un jeune professeur des écoles commence à 117% du SMIC, que cette année, alors je vais passer sur les péripéties, mais il faut savoir que les jeunes professeurs des écoles qui commencent cette année sont moins bien payés que ceux qui ont commencé l'année dernière. Et quant à la grille générale des enseignants, elle est très en deçà de la moyenne de l'OCDE. D'ailleurs, ça se traduit dans les difficultés qu'il y a à recruter. L'année dernière, pour la première fois, le concours de professeurs des écoles n'a pas fait le plein. Les jeunes professeurs des écoles stagiaires servent de moyens d'enseignement. Ils doivent assurer un demi-service. Ce ne sont pas des bonnes conditions de formation initiale. L'année dernière, ils assuraient une journée par semaine. Maintenant, c'est 2 jours une semaine, 2 jours et demi l'autre semaine, sachant que dans le même temps, ils doivent valider un Master 2. Donc ils sont submergés de travail. L'université a beaucoup de mal à organiser des horaires réguliers pour eux. Ce n'est absolument pas des conditions satisfaisantes de formation initiale. Le SNUI PP FSU Yvelines annonce 15 à 20% d'enseignants grévistes. Pour le rectorat, ils étaient près de 12% dans le premier degré et les collèges. Toujours dans le domaine de l'éducation, samedi, la ville de La Verrière appelle à une nouvelle mobilisation devant la mairie, devant le collège également Philippe de Champaigne. 2 cortèges qui vont se retrouver ensuite au rond-point de la gare aux alentours de 11 h. Les élus entendent une fois de plus protester contre le nouveau découpage du réseau d'éducation prioritaire. Si l'État ne revient pas sur son projet, les effectifs vont augmenter et les moyens chuter, prévient le maire Alain Hajaj. Mobilisation donc ce samedi à La Verrière. La course au soleil, premier temps fort de la saison de cyclisme, vient de dévoiler son parcours ce matin. Nous en parlons dans un instant sur ce plateau avec son directeur. Mais pour l'instant, un aperçu de ce qui attend les coureurs avec ce reportage de Michael Elmidoro.
Le tracé du Paris-Nice 2015 a été dévoilé par Amaury Sport Organisation. Cela devient une habitude pour la 6e année consécutive. Les premiers coups de pédale de cette 73e édition seront donnés depuis le département des Yvelines. Maurepas a été sélectionné pour accueillir le prologue le 8 mars prochain. Le peloton s'élancera également de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour la première étape programmée le lendemain. On est toujours très heureux non seulement de partir des Yvelines pour la compétition sportive, mais aussi parce qu'il y a autour de la compétition un tas d'événements. Je pense au village qui est installé, aux randonnées qui sont faites. C'est un département cyclable. Quand on dit tous à vélo dans les Yvelines, ça veut vraiment dire quelque chose. On voit de plus en plus de cyclos le week-end ou en semaine, profiter des côtes, profiter du terrain. C'est vrai qu'on est tout près de Paris et qu'en même temps on est aussi à la campagne. Donc pour les gens à bicyclette comme pour les champions à vélo, c'est un département quasiment idéal pour la pratique du cyclisme. Le prologue de Maurepas, long de 6 km 700, est très technique. Des écarts entre les concurrents sont à prévoir dès ce contre-la-montre. Le départ ne sera pas au même endroit que l'arrivée, donc ça sera vraiment deux endroits distincts avec 1 kilomètre de différence entre ces deux points-là. Mais c'est un parcours en campagne, carrément en campagne. La première partie, c'est une partie boisée, et ensuite un retour vers Maurepas, vers une difficulté. On va dire que c'est la côte du donjon, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on passe pas loin du donjon, et avec des relances pour aller chercher l'arrivée, donc boulevard Michel Miseret. Donc c'est pas un parcours tout plat, c'est pas des grandes routes, c'est vraiment assez technique, et on pourrait avoir des surprises après cette étape. Très prisées par les cyclistes amateurs, les routes sinueuses de Saint-Rémy-les-Chevreuses ont été remises au programme de ce Paris-Nice 2015. C'est vrai qu'on a fait une arrivée d'étape en 2012 à Saint-Rémy-les-Chevreuses, du contre-la-montre. Là, on va y repartir. Mais Saint-Rémy, c'est dans la vallée de Chevreuse. On est bien abrité du vent. Et après 3 km, il y a une difficulté. C'est la seule difficulté, elle n'est pas très dure, mais c'est la seule difficulté qui compte pour le classement du meilleur grimpeur. Donc, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, il y aura un maillot de distribué. Donc, je pense que ça va partir très vite. Le décor est désormais planté. Les stars du cyclisme, Jean-Christophe Perrault, Thomas Voeckler, Bradley Wiggins ou encore Richie Porte doivent maintenant écrire le scénario de cette course du soleil. Premier chapitre le 8 mars prochain à Maurepas. La course au soleil départ donc le 8 mars pour quelques-uns des meilleurs coureurs du monde. Cela débutera à Maurepas, dans les Yvelines. Bonsoir François Lemarchand. Bonsoir. Et bienvenue. On vient de vous voir dans ce reportage pour évoquer le coup d'envoi de cette compétition. C'était lors de la conférence de presse lorsque le parcours a été dévoilé ce matin. Tout d'abord, un mot sur le lien avec le département des Yvelines, le lien entre le Paris-Nice et le département yvelinois. C'est la 6e année consécutive. C'est la 6e année chez nous, dans les Yvelines. Voilà, c'est la 6e année consécutive. On a commencé en 2010 à Montfort-le-Maury. Et l'aventure a continué pour finir cette année, pour continuer cette année à Maurepas. Et on est allé un peu partout. On a fait des étapes en ligne à Mantes-la-Jolie, à Houdan. On a fait des prologues à Houille, à Montfort-la-Maury également. Donc divers parcours et ça nous plaît bien. Et pourquoi justement les Yvelines? Parce qu'il y a une variété de parcours, il y a beaucoup d'options possibles pour commencer la course. Déjà, Paris-Nice, historiquement, ça part de Paris, je ne l'invente pas, mais il faut absolument qu'on puisse rattacher cette épreuve à la région parisienne. Il y a de moins en moins d'épreuves sur Paris, sur la région parisienne, même chez les amateurs. On a encore Paris-Mantes en Yvelines qui existe, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Il y a un peu moins de clubs, malgré tous les licenciés, il y a moins de clubs. Donc il faut absolument qu'on garde cette attache en Île-de-France et dans les Yvelines, et de permettre à tous ces gens qui font du vélo le dimanche matin, qu'on rencontre en vallée de Chevreuse, de pouvoir aller voir les champions, parce que c'est la seule course professionnelle qui existe en Île-de-France aujourd'hui. Le département des Yvelines aime le vélo, aime le cyclisme. Le département des Yvelines aime le vélo, aime le cyclisme. Je suis un ancien coureur cycliste professionnel, j'habite pas loin d'ici. Et mes routes d'entraînement, c'était dans les Yvelines, donc il y avait un superbe terrain de jeu du côté de la forêt de Rambouillet, du côté de la vallée de Chevreuse. On parlait tout à l'heure, on a vu tout à l'heure des images de la côte des 17 tournants, donc ça parle pour les cyclistes, ça parle beaucoup. Donc, on veut rendre à ces gens-là, un beau spectacle. On veut donner un beau spectacle avec tous ces coureurs professionnels qui seront là à Maurepas le 8 mars. Donc ça débutera par ce prologue, vous l'avez dit. Déjà sur le parcours en général, on va revenir sur le prologue, mais sur le parcours en général, ça change de la saison dernière. On dit que les rouleurs sont avantagés cette année. Et on essaye de faire des parcours différents parce que on n'aime pas trop les courses stéréotypées. Les équipes s'adaptent au parcours, s'adaptent au règlement, donc on essaye de modifier les parcours. L'an passé, nous avions un Paris-Nice sans contre-la-montre, sans arriver au sommet. On a souhaité que la course soit ouverte. Cette année, on revient à la tradition avec un chrono.
avec un prologue assez, je vais pas dire assez dur, mais où il y aura des écarts. On espère avec cela que des coureurs comme Bradley Wiggins, le champion du monde du contre-la-montre, et Tony Martin pourront s'exprimer. On a trouvé également une arrivée au sommet à la Croix de Chaubouré du côté de Saint-Étienne pour les grimpeurs, et pour finir, eh bien un autre contre-la-montre, le col d'Èze, et quelques étapes de sprinters. Donc il y en aura pour tout le monde. Donc cette année, c'est vraiment ouvert, sachant que les équipes, elles sont très très bien structurées, elles sont toutes des leaders, donc eh bien il y en aura, et j'espère qu'on aura une belle course. Comment vous élaborez un tel parcours? Vous faites du repérage, vous faites des essais de parcours? Eh bien, on essaye de varier. Avant, pour aller de Paris à Nice, on passait dans Lyon, dans la Bourgogne, vallée du Rhône, et on allait vers Nice. Et depuis quelques années, avec le réseau routier qui s'est construit, on arrive à varier cet axe-là. Parfois, on va dans le Massif central, on va du côté de Mende. Donc, on explore d'autres régions, d'autres villes, d'autres départements. Mais on est à une contrainte, c'est la météo. Il ne faut pas qu'on aille trop haut parce qu'on risque de se heurter à la neige. Donc, on varie. Il y a 3 axes. L'an prochain, eh bien, on prendra peut-être l'axe du Massif central. Ça dépend ce que les coureurs vont nous faire comme course, mais il y a plusieurs hypothèses. Ça permet de faire revenir aussi les coureurs à chaque fois sur la compétition, parce que vous nous dites qu'il ne faut pas de monotonie sur ce parcours du Paris-Nice. Donc à chaque fois, ils redécouvrent un petit peu. Oui, ils redécouvrent, sachant que pour aller de Paris à Nice, la France est ainsi faite. On a la Beauce, on a des étapes de plaine, on a la géographie, le relief est fait ainsi. Et on essaye qu'il n'y ait pas trop d'arrivées au sprint. Cette année, il y en aura 3. L'année dernière, il y en avait beaucoup moins. Mais on essaye de trouver d'autres difficultés pour permettre justement à ces coureurs, eh bien, de pouvoir venir. Si on fait trop d'arrivées au sprint, la course va être bloquée par les sprinters. Et si on fait trop dur, ça va être bloqué par les grimpeurs. Et si on fait trop de chrono, ça va être bloqué par les coureurs spécialistes du contre-la-montre. Donc on essaye de panacher, on essaye de trouver des solutions. Ça fait beaucoup de contraintes, et en tout cas pour le coup d'envoi, ce sera dans le département des Yvelines pour le 8 mars pour la compétition, mais c'est dès le 7, il y aura des animations pour les amateurs de vélo. Ce sera donc à Maurepas, village tous cyclistes en Yvelines, qui sera installé. Comment ça va se fédérer un petit peu cette fête du vélo, cette fête du cyclisme sur Maurepas? Vous y avez participé? Oui, mais d'assez loin. Donc, moi, je me suis occupé du parcours dans mon repas, mais je sais que nous, pour la veille, pour la permanence de Paris-Nice, eh bien, ça va commencer à 14h à Maurepas. On va recevoir les équipes, il y a des réunions de directeurs sportifs, on va recevoir des coureurs aussi, parce qu'on a des messages à faire passer aux coureurs. Et parallèlement à ça, eh bien, il y aura une journée cycliste pour les Yvelinois et même ailleurs. Il y aura des randonnées, donc ça sera vraiment la fête du vélo. On a vu ça l'année dernière à Mantes, les autres années également. C'est tous les ans, c'est pareil. L'an passé à Mantes, parce qu'il faisait très beau. On espère qu'il fera très beau cette année. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire en Ile-de-France. Le vélo n'est pas mort. Les gens aiment le vélo. Alors justement, on va faire une petite pause dans cet entretien. Chaque soir, vous avez la parole avec notre micro-trottoir. Question du jour traditionnelle. Aujourd'hui, nous sommes allés vous demander ce que vous pensiez du cyclisme, du monde du vélo en général. Vos réponses. Le vélo comme le footing, en fait, c'est des sports qu'on peut pratiquer régulièrement à moindre frais et partout, quoi, en fait. Je pense tout de suite au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et voilà. Et sinon, je pense au cyclisme, les pistes cyclables en ville, qui sont pas mal développées à Saint-Quentin en Yvelines. J'aime bien le vélo. En plus, c'est un moyen de faire du sport sans s'en rendre compte. Très économique et c'est un bon plan pour l'environnement. Le vélo, c'est bien. C'est un bon sport, le vélo. Je regarde toujours le Tour de France, la semaine du 15. J'étais au vélodrome toute une journée, là. Ah oui, d'accord. Donc... voir les demi-finales. J'aime bien regarder le vélo. Je fais toujours un peu de VTT, de temps en temps. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le vélo est apprécié, le cyclisme est apprécié. On est loin de l'image qu'il y a eu un moment aussi du dopage qui a beaucoup entaché forcément le cyclisme. On est obligé à chaque fois d'y revenir. Mais vous avez veillé aussi, ne serait-ce que sur la compétition Paris-Nice, à ne pas avoir des cas de dopage. Comment s'effectuent les contrôles pour redorer un petit peu le blason de la discipline? Mais vous savez, depuis quelques années, le milieu s'est quand même assez assaini. Mais il ne faut pas relâcher, il ne faut rien relâcher. Et là, au départ de Paris-Nice, eh bien, il y aura bien évidemment des contrôles. Tous les coureurs seront contrôlés. Ça, on est obligé de passer par là. Il y a eu des cas par le passé, il y a une dizaine d'années. Oui, il y a eu des cas, mais là, aujourd'hui, le monde du vélo va beaucoup mieux. D'ailleurs, vous regardez parfois les moyennes, elles sont moins élevées. Et puis, il y a des défaillances. Le sport cycliste, c'est des exploits, mais c'est aussi des défaillances. Donc on retrouve tout cela et
on l'entend avec les commentaires des gens, c'est que c'est un beau sport. Avant, on disait oui, mais il faut être dopé pour pouvoir en faire. Ben non, tout le monde peut en faire. Il suffit de s'entraîner, il suffit d'avoir une hygiène de vie très fort, et on y arrive. Est-ce que les meilleurs coureurs seront présents pour ce Paris-Nice ? Eh bien, on espère. Hein, on a pas mal de têtes d'affiche. Maintenant, la course c'est dans un peu plus d'un mois, donc d'ici là, il y aura peut-être des changements. J'espère qu'il y aura des changements dans le bon sens. Parce qu'il y a une course italienne aussi qui s'organise à peu près. Oui, voilà, il y a une course italienne. Alors, on va et... dire que la course italienne, c'est pour les sprinteurs, c'est pour les spécialistes de Milan-San Remo. Même si le vainqueur de Milan-San Remo l'an passé est venu sur Paris-Nice, donc il n'y a pas forcément de logique avec ça. En tout cas, il y a ces deux grandes compétitions, donc voilà. Forcément, il y a une concurrence entre les deux pour attirer les meilleurs mondiaux. Oui, il y a une concurrence, mais je dirais que Paris-Nice, c'est plus une course pour préparer le Tour de France, même si le Tour de France c'est dans quelques mois, mais on retrouve quand même les gabarits du Tour de France. Ce qui fait plaisir cette année, c'est que on aura des sprinteurs. Il y avait des sprinteurs comme Greppel, par exemple, André Greppel, qui a gagné une étape du Tour l'an passé, et bien qui ne venait pas sur Paris-Nice ou très peu, et qui va venir cette année se frotter à nos coureurs, Bouhanni, Desmar et même l'Allemand Degenkolb. On a Tony Martin qui est revenu, on a Bradley Wiggins qui fera certainement sa dernière course sur ce Paris-Nice. Donc on a un beau plateau. On a aussi un bon coureur qui a gagné 2 étapes l'année dernière sur le Tour de France, Rafał Majka. Les Français vont briller pour conclure. Eh bien, les Français vont briller. On a quand même Romain Bardet. Je pense qu'à un moment, il va conclure, il va y arriver quand même. Bon, on arrive à Croix-de-Chaubourret. On va pas dire qu'on a fait le parcours pour les Français, mais là, voilà, ils ont les cartes à eux de jouer. Il a aussi Jean-Christophe Perrault et Tony Galopin, donc il y a de quoi dynamiter la course. Et que les Français, que le public morpasien et yvelinois en tout cas soit présent au départ pour les encourager. Merci François Lemarchand d'être venu sur le plateau nous parler de cette course Paris-Nice dont le parcours vient d'être dévoilé ce matin. Début le 8 mars et même le 7 si on ne mord pas pour les animations, et fin de la compétition le 15 mars dans le sud. Merci à vous. Merci. Nous reprenons le cours de cette édition avec un logo à vous montrer à présent. C'est la nouvelle signalétique des bases de loisirs de la région Île-de-France qui deviennent par la même occasion des îles de loisirs. Elles sont 12. L'objectif, moderniser leur image et laisser plus de place aux rêves. C'est comme ça que c'est présenté pour les visiteurs en tout cas. Clôture ce week-end en culture à présent de la 12e semaine du son, une clôture d'une semaine nationale qui s'est déroulée à Trappes, à l'école de musique, en présence du président du festival, l'ingénieur acousticien Christian Hugonnet, le parrain de ce festival cette année, le réalisateur Costa Gavras, Catherine Zulato et David Charpentier pour les images. Attention! Prendre conscience de l'importance du son, mesurer son volume, c'est essentiel quand on sait que 15 à 20% des jeunes ont des problèmes auditifs. Déterminer le timbre d'un instrument, noter l'acoustique d'une salle et aller au-delà de la vision purement culturelle du son, voilà tous les objectifs de cette semaine, 12e du nom. À sa création, un ingénieur acousticien, ingénieur du son Christian Hugonnet. Il y a une dimension sociétale qui est extrêmement forte, parce qu'on considère que le sonore, quand il est maîtrisé, eh bien, il permet à tout un chacun de mieux vivre, de savoir écouter l'autre. Et le dernier point, c'est une dimension économique dont on ne parle pas assez encore. C'est la dimension qui nous laisse à penser que lorsqu'on s'intéresse au sonore, un pays peut, en tout cas, éviter de perdre de l'argent. Aujourd'hui, équiper des gens avec des prothèses auditives, ça coûte de l'argent. Un pays qui n'entendrait pas, ce serait un pays qui serait voué à l'échec sur un plan économique. Pour Costa Gavras, réalisateur et parrain de cette 12e semaine, le son, c'est un lien indispensable avec le scénario d'un film. Retenu à Londres, c'est par téléphone qu'il exprime sa pensée. C'est vrai que très souvent, les sons, pour moi, ils commencent avec l'écriture du scénario, parce que je pense que les sons, c'est un personnage du film. C'est un personnage qui aide le spectateur à mieux comprendre l'histoire, à mieux comprendre les sentiments des personnages du film, et il aide aussi le personnage à mieux s'exprimer. Le son est donc multiple. Christian Hugonnet milite pour que la pratique musicale des plus jeunes devienne obligatoire, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Une pratique que Gabriella Bodastener mène au sein de la maîtrise des enfants de Trappes. Grâce à la méthode Coda, ils apprennent le solfège de façon plus ludique. La maîtrise des enfants qui a offert un concert avec l'orchestre professionnel Manifesto, en résidence depuis 4 ans dans la commune. Un concert de clôture ici, tout un symbole.
Dans ces temps quand même de violence, moi je vois là à Trappes qu'il y a des enfants qui sont juifs, des enfants qui sont marocains. Moi je suis du Maroc, je parle arabe mais je suis juive, donc c'est incroyable parce que voilà, je parle pas hébreu, et je suis française de nationalité et la musique nous réunit dans tout ça de manière mais tellement forte, puisqu'on a chanté Purcell en anglais, Humperdinck en français, c'est une traduction de l'allemand. Enfin, on est dans le multiculturel et le tous vivre ensemble. Et la musique permet ça, parce que quand on dit do, fa, ré, mi, le monde entier comprend. Même les Anglais qui disent ABCD, ils savent aussi dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc ça, c'est un très beau message. La musique est indispensable pour ceux qui ont du cœur. Son charme agréable à ses heures d'enfant qui cherchent le bonheur. À ses heures d'enfant qui cherchent le bonheur. Et nous avons profité de cet entretien avec Costa Gavras, le parrain de cette 12e semaine du son, pour lui demander son impression après les élections en Grèce et la victoire du parti de la gauche radicale Syriza. Pour le réalisateur franco-grec, né à Athènes et qui a quitté son pays natal pour Paris pendant ses années de lycée, ces élections marquent un changement important. Vous allez l'entendre, on l'écoute, c'est au micro de David Charpentier. Écoutez, il y a des changements importants et je pense que c'est très bien que ça soit passé comme cela. Et j'espère que les nouveaux dirigeants en Grèce vont appliquer la politique qu'ils ont préconisée, parce que je trouve que, surtout sur le plan culturel, je pense que c'est une politique très très intéressante. Il ne s'agit pas seulement de la Grèce, si j'ai bien compris, tout le monde le dit. Il s'agit d'un mouvement beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste, qui a commencé un peu en Italie, en Espagne, un peu partout. Et puis concernant l'international, la section des jeunes communistes des Yvelines organise avec les étudiants communistes à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines une conférence sur la situation en Palestine ce jeudi 5 février sur le campus de Guyancourt. De 12h30 à 14h30, il sera question du parcours de Salah Hamouri, un jeune franco-palestinien qui a passé 7 ans de sa vie en prison. La conférence est ouverte aux étudiants à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, donc sur le site de Guyancourt. On part pour Trappes où l'espace social de citoyenneté et d'insertion propose des ateliers linguistiques, bureautiques, sportifs, mais aussi diététiques. Le reportage de Yolène Thorez et d'Élodie Moine. Tous les mardis, ces trappistes s'affairent en cuisine et préparent le déjeuner. Un atelier collectif proposé ici, dans les locaux de l'Esquis, l'espace social de citoyenneté et d'insertion. Ils accueillent des publics bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA et les demandeurs d'emploi de longue durée. Ils viennent orientés par leur assistante sociale de secteur ou par les conseillers du PLI, le plan local d'insertion par l'emploi. Et en fait, nous, on les accueille ici. Et ensuite, ils choisissent des ateliers collectifs. Tous engagés depuis 4 mois au moins, ces personnes ont choisi l'atelier cuisine et hygiène alimentaire. C'est apprendre à faire des menus équilibrés, à cuisiner aussi plutôt qu'acheter tout prêt. On peut aussi faire les courses ensemble pour apprendre à gérer un budget. Après, c'est aussi un moment de convivialité, c'est-à-dire qu'on va préparer tous ensemble les plats, on apprend des choses, on rigole et ensuite on déjeune ensemble. D'habitude, ils déjeunent ensemble, mais ce jour-là, pour la première fois, la mission est tout autre. Ils préparent le buffet froid d'un événement organisé le lendemain à l'Institut de promotion de la santé de Trappes. L'occasion de montrer leur savoir-faire et d'appliquer les conseils d'une diététicienne rencontrée lors des séances précédentes. On a réduit en sucre, parce que la recette en elle-même, c'est 150 grammes de sucre. On a mis 90. Jean-Philippe a été orienté ici par son assistante sociale. Lui et ses camarades semblent ravis de cet atelier. C'est très intéressant, d'une part pour soi-même et en plus pour sa santé, parce que ça nous apprend à équilibrer nos repas, à faire attention aux matières grasses, au sucre, les rajouts, les multiplications pour que ça ne nuise pas à notre santé. Quand on est à la cuisine, on voit le monde, on a l'ambiance. Ce qui compte le plus, c'est l'ambiance. Si on n'a pas d'ambiance, c'est pas ça. Cet espace, financé en partie par le Conseil général et le PLI de Saint-Quentin en Yvelines, propose également un accompagnement individualisé pour un parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Dans un instant, sur notre antenne, le 7-8 Société avec Catherine Zulato et ses invités. Il sera question de la cybercriminalité cette semaine. Juste le temps de vous montrer une dernière photo. Inaya, 31 mois, la voici. Sa famille habite à Guyancourt. Elle est en compétition pour le titre de bébé Cadom 2015. 11 finalistes pour les 90 ans de cette élection. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour elle, pour soutenir Inaya. Elle représente toute la région Île-de-France sur le site magicmaman.com. Vous avez jusqu'au 8 février. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain aux mêmes horaires pour un nouveau point sur l'actualité locale. 18h pour la première édition en direct. Très bonne soirée.